Bon, désolé d'arrêter ce grand moment. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on a 2 heures. Ah, ça va être long. Donc, on va commencer par la planche d'exercice. Donc, on finit la planche d'exercice sur l'édition électrophile. Je vous le mets le corrigé. Dès que je l'ai trouvé, le voici. Et donc, on en était au 3, pardon. Il nous reste les 3 derniers exercices. Alors, du coup, ça, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Donc là, oui, j'avais mis la feuille dans le désordre. Ok, donc l'exercice 3 était en page... était là, et on regarde ça. Donc, c'est l'addition d'un composé que vous n'avez pas vu en cours, c'est l'addition de ICl, donc chlorure d'iode. Donc, sur cet exercice, vous avez l'addition d'une espèce qui n'était pas rigoureusement au programme. Donc, il faut s'inspirer de ce qui a été fait en cours et l'adapter à l'exercice. Vous étiez guidé par l'énoncé qui vous disait de regarder la polarité. Donc, la polarité de ICl, pas de problème, je suppose, pour l'avoir. Et du coup, vous pouvez traiter ça par analogie avec HCl. H et I jouant le même rôle. Donc, on fait le même type d'addition que pour l'addition de HCl, sauf que l'attaque se fait ici sur l'atome d'iode, qui est le site électrophile de la molécule. Après, normalement, on retrouve toutes les notions sur les carbocations, donc pas de souci. Pour le troisièmement, le profil réactionnel, donc c'est celui qu'on a vu en cours. On ne sait pas trop si les réactifs et les produits sont plus hauts ou moins hauts. Donc, peu importe le niveau de départ, le niveau d'arrivée, l'essentiel, c'est de comparer la stabilité des 2 intermédiaires réactionnels. Ici, vous avez dans les intermédiaires réactionnels, donc les intermédiaires réactionnels qui sont ici. Voilà, ici, que j'ai appelé 1 et 2. Les 2 carbocations sont tous les 2 secondaires. Et le numéro 2, il est fortement stabilisé par effet mésomère du groupe phényl, donc il va être, je me suis trompée d'ailleurs, donc là, passer numéro 2 au-dessus de 1. Non, d'ailleurs, c'est l'inverse, c'est le numéro 2. J'ai inversé ici, hop. Donc les 1 et 2 sont inversés. Décidément, j'aurais fait plein d'erreurs dans cette planche d'exercice. Alors ensuite, pour la question sur la stéréochimie, il n'y a pas de stéréochimie particulière quand on passe par un carbocation. Il a un environnement plan, du coup, on va avoir à 50% du R et 50% du S. On passe à l'exercice 4. Alors, il est où mon exercice 4 ? Je l'ai perdu, c'est celui-ci. Donc, l'exercice 4, ça concerne un alcène conjugué. Donc, on a vu à la fin du chapitre, on peut avoir des additions de type 1,2 ou des additions de type 1,4. Donc, première chose, écrire correctement le substrat de départ, donc, que vous avez ici. Et ensuite, on va regarder les produits possibles. Alors, entre le départ et l'arrivée, je n'ai pas forcément numéroté le carbone numéro 1 à gauche. Ce que j'ai fait dans le dessin des 2 molécules ici, c'est que j'ai gardé le même squelette carboné dans le même ordre que sur le substrat. En particulier, j'ai mis le groupe méthyle ici et là. Donc, on ne tourne pas la molécule, si possible, entre le départ et l'arrivée. Vous pouvez la tourner, mais ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc, au maximum, il est conseillé de laisser les atomes de carbone à leur place initiale. Et les numéros après sont donnés par le chlore. Donc, le chlore est prioritaire sur la... Pardon, le chlore est donc à différents endroits sur la structure. Et donc, on va avoir des numéros qui dépendent. Donc, entre le produit de gauche et de droite, c'est numéroté dans 2 sens différents à cause de la présence de l'alcène.
Alors, les explications se font toujours avec le mécanisme. Donc, le mécanisme, c'est toujours pareil. Attaque ici sur le site électrophile qui est le H. Et je ne vous ai pas mis le plus Cl- qui a été libéré. Donc, à chaque fois, on libère Cl-. On va avoir plusieurs carbocations possibles. Les flèches en très plein, c'est l'attaque à partir de la liaison double qui est à gauche. Du coup, on obtient 2 carbocations et le numéro 2 a 2 formes mésomères, ce qui fait finalement 3 formes carbocations. Même chose quand on fait l'attaque en pointillé, donc sur l'alcène de droite, on obtient 2 fixations possibles pour l'hydrogène, donc 2 sites pour le plus, et là encore, on a 2 formes mésomères pour le numéro 4. Donc en tout, ça fait 4 carbocations, et 2 de ces carbocations ont 2 formes mésomères. Ça fait en tout 6 endroits pour fixer l'ion Cl-. On va regarder sur ces 6 formes possibles, lesquelles donnent les produits qui sont fournis par énoncé. Donc on repère que effectivement, il y en a 2 qu'on retrouve, hein, les numéros 2 notent bien les produits A et B. Je dis les numéros parce qu'il y a 2 formes mésomères, c'est un seul carbocation, mais avec 2 formes mésomères, une forme qui donne le produit A et une forme qui donne le produit B. Les numéros 1 et 3, on peut remarquer que c'est des carbocations qui sont primaires et qui n'ont aucune stabilisation par mésomérie. Du coup, a priori, c'est les plus instables. On aura très peu de produits issus de ces deux-là. Le numéro 4, donc le numéro 4 qui est ici, il a 2 formes mésomères, ici et là, donc l'ensemble est stabilisé. On peut aussi s'attendre à avoir les 2 produits qui viennent de ces 2 formes mésomères, une addition 1,2 ou une addition 1,4. Donc au total, un affreux mélange de plein de produits. Ensuite, donc on a un triène à étudier. Donc c'est une structure qui est conjuguée, mais vous avez 3 liaisons doubles. Ça paraît encore plus compliqué quand il y en a 2. C'est les mêmes outils. Donc vous dessinez le substrat de départ. Le site électrophile ici, c'est plus delta sur l'hydrogène, moins delta sur l'iode. Donc le site électrophile, c'est H. Et il s'agit juste de justifier la provenance d'un seul produit. Donc, quand on a beaucoup de liaisons doubles, ça fait beaucoup de carbocations possibles. Et il suffit d'analyser pour trouver le bon. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est de la rétrosynthèse. C'est-à-dire que dans la molécule qui est à l'arrivée ici, celle-ci, j'ai repéré où était fixé le H. Il n'est pas représenté a priori, mais on le repère. S'il est fixé là, ça veut dire que la liaison double qui a été mise en jeu pour le fixer, c'était par exemple celle-ci. Ok. Ensuite, il suffit de faire comme on l'a vu précédemment et de repérer le carbocation avec la bonne forme mésomère qui va fixer l'ion iodure au bon endroit. Et donc on obtient bien ce produit final. Ça va? Donc j'ai fait de la rétrosynthèse ici. Je suis partie de la fin et vous voyez que mes flèches sont à l'envers. Je suis partie de la fin et j'ai regardé d'où venait ce produit, puis d'où venait ce produit. Okay. Et donc là, c'est mon substrat de départ. J'avais analysé au départ que c'était bien sur la double liaison qui est à droite qu'on pouvait faire l'attaque. Si vous avez pris la double liaison complètement à gauche, ça marche aussi, hein. La molécule est symétrique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Une fois, 2 fois? Non, d'ailleurs, il y a très peu de questions, on avait remarqué ça. Exercice 5. Décidément, j'ai fait beaucoup dans le désordre celui-ci. Alors, le 5, c'est donc le dernier de la feuille, enfin, le dernier du corrigé. Donc pareil, on essaie de justifier d'où peut venir un produit en analysant le carbocation qui a pu le donner. Donc c'est la fixation de HBr sur une structure. Et il faut voir comment passer du départ jusqu'à l'arrivée. Donc ici, vous avez les carbocations possibles. Là, c'est le carbocation le plus stable. Celui-ci, il est secondaire, mais il n'y a pas d'effet mésomère parce que le phényl est trop loin. Il y aurait un effet mésomère si la charge plus était au pied du groupe phényl.
Là, il n'y a pas d'effet mésomère, le phényl est trop loin. Donc, il est juste plus stable que l'autre parce qu'il est secondaire alors que l'autre est primaire. Si on part de l'extrémité droite, on revient en arrière. On se dit pour former ce produit, eh bien, il faut nécessairement avoir ce carbocation. D'accord? C'est le carbocation que je viens d'encadrer qui donne le produit final. Et donc, il reste à passer de là à là. D'accord? Je suis partie du substrat. J'ai dit ça peut donner le carbocation qui est en haut. Je suis partie du produit. J'ai dit il doit provenir du carbocation que j'ai encadré. Il ne reste plus qu'à remplir le point d'interrogation, c'est-à-dire comment passer du carbocation du haut au carbocation du bas. Et du coup, on regarde la différence entre les deux. Si on complète la description du carbocation du bas, on peut repérer la position de H. Là, donc le H, il est ici. Donc en fait, pour faire la réaction, il faut faire sauter, je vais entourer les H qui sautent, les H sauteurs. Il faut faire ce mouvement, c'est-à-dire que le H qui est fixé au départ sur un carbone, il faut le faire sauter vers le carbone d'à côté. C'est pas de la mésomérie. Hein. Mésomérie, c'est quand un doublet fait un mouvement de bascule, il reste accroché d'un côté. Là, c'est comme du saute-mouton, il se décroche, il se raccroche juste à côté. Donc on peut schématiser le mouvement qui a été fait, mais il faut vraiment décrocher le proton et l'accrocher de l'autre côté. On l'accroche pas très loin, donc c'est possible, et c'est ça qu'on appelle une transposition. Et il n'y a aucun autre mouvement qui permet de justifier la formation de ce produit. Alors, il se trouve que les carbocations, c'est des espèces qui ont tendance à se réorganiser, comme on vient de le voir ici. Transposition, ça veut dire qu'ils se réorganisent, les atomes se mettent un petit peu différemment. Donc, comme c'est des espèces instables, très souvent, on a une réorganisation interne, et le moteur, c'est que ça conduit à un carbocation qui est beaucoup plus stable, celui qui est encadré ici. Il est beaucoup plus stable parce que déjà, il est tertiaire, et surtout, il est stabilisé par les deux formes, par les deux substituants phényl, donc plein de formes mésomères possibles. Donc les carbocations, ça bouge beaucoup. Et les transpositions, ce n'est pas à votre programme, mais on regarde quand même comment passer de l'un à l'autre. Alors, question de Clarisse. On regarde qu'un seul carbocation parce qu'on doit justifier la formation du produit qui est donné dans l'énoncé. Donc, le carbocation qu'on n'a pas regardé, si vous voulez, on peut l'écrire, mais je ne vous l'écris pas, c'est celui, je vous mets une flèche en vert ici, c'est celui qui aurait une charge plus à l'extrémité gauche du substrat. On ne l'a pas regardé parce que déjà il est minoritaire et puis on ne peut pas comprendre comment on passerait de ce carbocation au produit final. Okay. Donc j'ai analysé les deux carbocations, celui qui vient du départ, celui qui doit précéder l'arrivée, et il faut faire le lien ensuite entre les deux. Donc c'est pas de la mésomérie. Alors, dernier exercice, la fixation de brome. Donc le petit nom de la molécule, bon, c'est fait. Hein, le transtibène, il s'appellerait normalement du 1,2-diphényléthène, et on a ici une configuration E. Là, dans le DMSO, je vous l'ai dit, il faut le repérer, ce truc-là. C'est exclusivement un solvant. Par contre, le NBS, c'est le réactif qui apporte Br+. Donc, c'est un réactif bromant. L'O, c'est le nucléophile qui arrive en deuxième. D'accord ? Donc, on a d'abord fixation de Br+, et ensuite attaque de l'eau pour accrocher un oxygène. Donc, les produits possibles. Vous devez savoir que la fixation, c'est une fixation qui est en anti. Donc ici, vous repérez la chaîne carbonée qui donne l'alcène de départ, qui est ici, je repasse en bleu. Il avait une géométrie E, et on doit fixer le brome et l'oxygène en anti, donc un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, et donc on a deux possibilités possibles pour le faire. Là, vous avez la configuration sur les deux produits possibles. On obtient un mélange racémique. Et ensuite, donc le mécanisme. Donc déjà, si vous n'avez pas tout compris au mécanisme, retenez quand même la géométrie du produit final. Hein.
Après, si vous pouvez faire le mécanisme, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, attention pour le mécanisme. La première étape, c'est celle-ci. Donc, l'UNBS, c'est ça. En général, on vous donne la structure du NBS, vous n'avez pas à la connaître par cœur. Donc, si vous avez besoin d'écrire le mécanisme, la structure vous sera fournie. Le nucléophile, c'est celui-ci. Et on va avoir plusieurs mouvements. Donc, le mouvement que vous connaissez, c'est, je repasse ici, un truc en bleu. Le nucléophile va venir s'attaquer au brome. Ça va partir. Donc, dans ce cas-là, le doublet bleu va accrocher le brome une seule fois. Si on se contente du doublet bleu qui bouge, ça n'accroche qu'un seul brome, alors que le brome, il doit se fixer en pont. Il y a deux liaisons qui se forment entre brome et carbone. Donc on a en plus un mouvement qui n'est pas facile à voir. Il y avait une question sur Discord là-dessus. C'est le doublet, enfin un des trois doublets du brome, réattaque, contre-attaque. C'est le brome contre-attaque ici. Et on va former la deuxième liaison ici en pont. D'accord? Donc c'est vrai que c'est un mécanisme compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est cette flèche-là. Mais on doit avoir deux flèches entre l'alcène et le brome, puisqu'ils s'accrochent par deux liaisons. Donc il faut que vos flèches courbes justifient ces deux liaisons. Donc attention, c'est en fait la difficulté de ce mécanisme, c'est de voir qu'il y a une contre-attaque du brome. Donc l'alcène attaque et le brome contre-attaque. C'est un petit peu l'empire contre-attaque ici. Alors, étape suivante. Donc l'étape suivante, elle est un petit peu plus facile et c'est une SN2. On a fait la SN2 hier en cours. C'est exactement ça. H- va attaquer du côté opposé au groupe partant. Et donc, on va pouvoir former deux produits possibles. D'accord? Alors, repérez bien, vous avez... Alors, on va repérer... donc, vous avez deux mouvements possibles, soit en trait plein, soit en pointillé, et ça va donner les deux produits qui sont au-dessus. Petit calcul de rendement ensuite. Non, pardon, j'ai oublié le contrôle de stéréospécificité. Donc, on doit avoir un contrôle d'un produit qui est un solide. Et donc, les solides, ça se contrôle, ça s'analyse pour vous avec la température de fusion. Ce que vous n'avez forcément pas fait puisqu'il nous manque les TP. Vu la tête de la molécule avec autant de carbone, a priori, c'est un solide. Et donc, les solides, vous avez les températures de fusion qui sont répertoriées de chaque stéréoisomère et des différents, enfin, du mélange racémique aussi. Donc, si on compare la température de fusion avec ce qu'on a dans l'état pour le racémique, ça permet de connaître le produit qu'on a formé. Donc ça, c'est général. Analyse d'un solide, pour vous, la seule méthode que vous connaissez, c'est la température de fusion. Alors ensuite, les calculs de rendement. Donc, il faut déjà calculer les quantités mises en jeu de chacun des deux réactifs. Donc, normalement, ça, pas de problème. Vous devez regarder quelle est l'espèce en défaut. Donc, l'espèce en défaut, c'est le substrat et vous devez vérifier que c'est ça, même si vous le prévoyez dès le départ. Donc, il est normal de trouver le substrat en léger défaut, mais ça ne vous empêche pas de calculer les proportions au départ. En d'autres termes, vous ne devez pas arriver en disant « Ah, mais je suis sûr que le substrat est en défaut ». Non, vérifiez quand même que l'autre espèce est en excès. Ensuite, on calcule la masse molaire du produit. Pour les calculs de rendement, c'est des rapports de quantité et jamais des rapports de masse directement. Donc attention, pour un calcul de rendement, c'est nombre de moles du produit obtenu sur le nombre de moles maximal qu'on aurait pu avoir si tout avait été consommé. Donc si on consomme totalement le réactif en défaut, la quantité maximale de produit obtenu, c'était la quantité du produit du substrat. Et donc on trouve un rendement de grosso modo 51%, ce qui n'est pas... bon, c'est pas terrible. Mais c'est le genre de manip qu'on peut faire. Ça, c'est un TP qu'on peut faire. Hein. Ça se fait très facilement. J'ai déjà fait en TP ça. J'ai en fait recopié un protocole de TP pour faire cet exercice. Donc, on fait ça au lycée et effectivement, c'est le type de rendement qu'on a quand on fait ça en 2 heures au lycée. Des questions là-dessus?
Quel est le pourcentage d'entre vous qui est en train de dormir? Ah, et pas, peut-être pas à 50%, mais je pense qu'on doit en avoir quand même. Alors, on va poursuivre le cours sur la substitution nucléophile. On en était aux substitutions nucléophiles à partir du substrat halogénoalcane. Hein, et on avait vu la SN1, on en était à la SN2. Donc ça, on l'a vu, le profil réactionnel. C'est très fréquent, hein, les réactions de SN, en particulier la SN2, c'est très, très fréquent. Voilà, on avait terminé hier avec les subtilités profondes au niveau vocabulaire entre stéréospécifique, stéréosélectif. Si vous avez du mal à tout retenir, retenez en priorité que c'est une réaction stéréospécifique. Et vous retenez le terme aussi inversion de Walden. Et l'essentiel, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, attaque du nucléophile du côté opposé au groupe partant. Alors, petit exercice ensuite sur les différents exemples. Donc, l'exemple numéro 1, l'ion Cn-, je vais vous dessiner sa structure de Lewis pour bien voir à quoi il ressemble. C'est un bon exercice, hein, dessiner les structures de Lewis. Alors, question d'Alix. En fait, les réactions que vous avez à votre programme, elles sont toutes, celles qui ont une stéréochimie particulière, elles sont toutes stéréospécifiques. En tout cas, en première année, toutes celles qu'on étudie sont du type spécifique. Ça veut dire super sélectif. Ah non, non, on ne dit pas SN2 quand il y a deux produits formés. Le 2 de SN2, ça fait référence à l'ordre de la réaction. Donc, c'est une notion de cinétique, ça. SN1, ça veut dire que la réaction est d'ordre 1, c'était dans le titre. Et SN2, ça veut dire que la réaction est d'ordre 1. Donc, SN, c'est le type de réaction, substitution nucléophile. Et le petit numéro en indice, c'est l'ordre de la réaction. Donc, suivant les mécanismes, on aura une réaction d'ordre 1 ou d'ordre 2. Donc, j'ai fini l'ion cyanure. Alors, l'ion cyanure, il a cette tête-là. Là, j'ai tous les doublets. Et la charge moins, elle est ici. Donc, le nucléophile, c'est ce doublet-là. D'accord? C'est le doublet qui est le doublet attaquant dans l'ion cyanure. C'est le carbone qui s'accroche. Sur le substrat qui est ici, on va avoir le nucléophile qui s'accroche ici et Br- qui se décroche. Alors, ce n'est pas demandé dans cette question, hein, c'est juste, je vous rappelle le mouvement électronique. Donc, on va réécrire la structure. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée dans les carbones. L'ion Cn- se fixe à l'opposé du brome. Le brome sur le substrat, il est vers l'arrière. Et du coup, l'ion Cn- s'est fixé vers l'avant. Voilà, donc on a un composé qui s'appelle un nitrile. Et donc la géométrie, c'est vers l'avant. Et on a bien 100% de ce produit. Donc c'est stéréo spécifique, avec inversion de Walden. Sur le substrat d'à côté. Moi, je commence par celui du dessous, c'est plus facile pour moi. Sur ma tablette. Alors, sur le substrat d'à côté, le carbone qui est concerné par la substitution, c'est celui-ci. Et on va avoir une attaque sur ce carbone avec des parts de Cl. Il y a deux carbones asymétriques qui sont celui-ci et celui-ci. Il y en a un qui n'est pas touché. Donc, je redessine en noir ce qui n'a pas bougé. Le groupe méthyle vers l'avant, il est toujours vers l'avant. Et par contre, l'iode va se fixer en arrière. Voilà. L'iode, c'est un I majuscule. Alors, si vous mettez juste un trait comme ça, hop, des fois, on confond avec les doublets. Donc, faites-moi un I qui ressemble à un I et pas à autre chose. Oups. Bon, le trait rouge, c'est moi qui viens de cafouiller.
Alors, je prends le numéro 4 parce que c'est celui que j'ai sur ma tablette de plus visible. CH3ONA, il faut reconnaître ça comme un alcoolate. Merci à celui qui l'a effacé. Donc le nucléophile ici, ce serait CH3O-, avec 3 doublés libres sur l'oxygène, dont un qui va pouvoir attaquer ici. Et départ comme ça. Donc, le squelette carboné, c'est ça. Le chlore était vers l'avant. On va fixer l'oxygène vers l'arrière et CH3. Donc, faites bien arriver la liaison en pointillé sur l'oxygène. Après, le CH3, vous pouvez le mettre vers l'avant. Enfin, vous avez le droit d'écrire CH3O si vous voulez. Ou OCH3, peu importe. Sur votre molécule, on doit... Enfin, c'est ça, parce que ça ne sert à rien. Donc, sur votre molécule, on doit avoir sans ambiguïté quelle est l'espèce qui est accrochée. Alors, je vois qu'il y en a qui sont en train de m'équilibrer les réactions. Alors, première chose, vous avez oublié les charges moins sur Br- et Cl-. Et deuxième chose, quand on vous demande juste un produit, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'équilibrer quoi que ce soit. C'est un schéma réactionnel ici, et non pas une équation bilan. D'accord? Donc, le Br- qui est ici, effectivement, c'est un sous-produit, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre puisqu'il s'agit d'un schéma réactionnel. On a mis le réactif au-dessus de la flèche et pas dans le réactif sur la flèche. Alors, le petit dernier, ici. Donc, on reconnaît le groupe phényl ici. On ne va pas le recopier en entier pour la suite. H- est donc l'espèce nucléophile ici. Et on va avoir attaque sur ce carbone et ici. Là, les flèches courbes sont inutiles pour la question. Je vous les mets, mais elles ne sont pas demandées. Vous mettez ces flèches courbes quand on vous demande le mécanisme. Si on ne vous demande pas le mécanisme, ne vous embêtez pas. Mais c'est bien de les connaître parce que ça vous aide, vous, à comprendre ce qui se passe. Alors, je remets en noir la structure qui ne bouge pas. Donc ça, c'est le squelette carboné. Il y a un carbone asymétrique qui n'est pas touché dans l'affaire. Et le carbone, ici, il va s'accrocher au nucléophile. Donc on va fixer ici l'alcool, la fonction alcool en arrière, puisque le brome est vers l'avant. Et s'il y avait à la fois un groupe brome et un groupe chlore? Alors celui qui part en premier, c'est le plus réactif. Et donc on a vu que l'iode est plus réactif que le brome, qui est plus réactif que le chlore. Donc quand il y a plusieurs nucléofuges possibles, celui qui part en premier, c'est celui qui est le plus bas dans le tableau périodique. Donc d'abord iode, puis brome, puis chlore. Alors, jusqu'à présent, on a vu des réactions de SN avec un nucléophile qui était à chaque fois négatif. On va regarder maintenant ce qui se passe pour un nucléophile neutre, ce qui arrive assez fréquemment. Donc, le nucléophile neutre, c'est celui que j'avais appelé quelque chose de type HY, alors que le nucléophile négatif, c'était Y-. Dans HY, il y a forcément un doublet sur Y qui va jouer le rôle de nucléophile. Je vous rajoute un doublet ici. Il peut y en avoir plusieurs, mais il y a un doublet sur Y qui va attaquer. Donc, les nucléophiles neutres, ils s'accrochent en entier, mais ensuite, on va avoir un H+ qui se décroche. Donc, le schéma, le mécanisme réactionnel. On peut avoir une SN1 ou une SN2 qui conduit à ceci, c'est-à-dire que le nucléophile s'est fixé en entier. On a fixé le H de HY. Et du coup, le Y se retrouve avec une charge plus. Et ensuite, on va avoir un décrochage ici, comme ceci, qui va conduire à RY plus H+. Donc, on va avoir une étape supplémentaire quand le nucléophile est neutre. La première ligne, si c'est une SN1, c'est 2 étapes, c'est-à-dire qu'on forme d'abord un carbocation, puis on accroche le nucléophile. Si c'est une SN2, c'est tout en même temps. Est-ce que vous voulez qu'on mette les flèches? Donc les flèches, c'est ça. Hein. Hop.
Je vous ai dit qu'on pouvait les tordre comme on veut. Hop. Donc, c'est les 2 flèches bleues que je viens de mettre. Si c'est une ESN1, on a d'abord une flèche, puis la deuxième. Si c'est une ESN2, on a les 2 en même temps. Et on accroche HY en entier. Donc, HY, là, le doublet rouge, c'est celui qui après est ici. Ce doublet rouge, au départ, il appartient à Y. À l'arrivée, il est partagé avec R. Du coup, Y a perdu un électron propre. Y se retrouve avec une charge plus. Ah, je viens de mal mettre ma charge plus. On ne voit plus rien. On va effacer la charge plus. Enfin, on va effacer le rond, pardon, pas la charge plus. Donc, on a une dernière étape qui est une étape... de quelle nature, d'ailleurs, la dernière étape? L'étape qui est rajoutée ici, c'est une étape de quel type? Élimination, du tout. C'est pas une élimination. Regardez de près. C'est quoi les étapes quand on libère un H+ dans l'affaire? Ça s'appelle comment ça? Qu'est-ce qu'il y a comme relation entre RY H+ et RY? Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça quelque part? Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, c'est une réaction de type acido-basique. Donc, je viens de le rajouter. C'est une réaction de type acido-basique. Du coup, une réaction de type acido-basique, c'est toujours rapide. Très rapide même, c'est ce qu'on fait de plus rapide. Du coup, ça n'a pas d'influence sur la cinétique. Parce qu'on rajoute une étape, mais c'est une étape qui est quasiment instantanée. Donc, si c'est une ESN1, c'est toujours la première étape qui est l'étape limitante. Si c'est une ESN2, c'est la première étape qui est aussi l'étape limitante. Donc, aucune influence sur la cinétique, le fait d'avoir un nucléophile neutre. Passez à la page suivante. Alors, quelques petits exemples avec des vrais nucléophiles neutres. Donc, on y va, on va donner le mécanisme. Donc, alors le mécanisme, je vais écrire en ligne de façon à éviter d'écrire 2 fois de suite la même chose. Je m'explique. Alors, je zoome un petit peu. Enfin, je vous dis ce que je fais, mais en fait, vous ne voyez pas. Hein. Vaut mieux que vous ne me voyez pas d'ailleurs, parce que je suis en train de gigoter, je fais des gestes avec les mains, alors que ça ne sert à rien, vous ne voyez rien. Alors, on y va. Le nucléophile ici pour la première réaction, c'est H2O. C'est une SN2, donc on va avoir une première étape avec attaque ici, départ de I-. Donc, je vous réécris, toujours pareil, en noir, ce qui n'a pas bougé. Et on va fixer l'oxygène ici. L'oxygène, il s'est fixé, mais il n'a pas perdu ses 2 hydrogènes. Donc, on a toujours les 2 hydrogènes qui est au départ dans la molécule d'eau. Et on a donc le sous-produit. Comme j'ai créé un mécanisme, normalement, ça doit être équilibré. Hein. On va former I- qui s'est décroché. L'oxygène, lui, porte une charge positive. Donc, c'est lui, mon Y, c'est un oxygène dans cet exemple-là. Étape suivante. Étape suivante, c'est ça. On va avoir ici, on retrouve le squelette de la molécule et on va avoir OH, donc on forme un alcool. On a toujours le plus I- qu'on a formé à l'étape précédente et plus H+. D'accord? Alors, deuxième exemple, on va faire une ESN1 avec un alcool. Donc, avec un alcool, on va déjà repérer le doublet attaquant. Donc, c'est un des 2 doublets de l'atome d'oxygène. Et première étape pour une ESN1, ça va être de décrocher ion Cl-. Donc, je redessine en noir ce qu'on obtient. 1, 2, 4. On va avoir ici une charge plus, donc un carbocation. On a décroché Cl-. Et on a toujours CH3
Je vais avoir besoin de place pour la suite. Non, mais c'est bon, j'ai de la place, je vais vérifier. CH3OH, donc il n'a pas encore servi. Donc, première étape, formation du carbocation. Deuxième étape, on va avoir l'attaque du nucléophile ici. Alors, le doublé, non. Si, il va attaquer, mais pas à la première étape. Pour une ESN1, la première étape, c'est je décroche d'abord la liaison, puis je forme une autre liaison. Donc, à la première étape, CH3OH ne sert à rien. J'avais repéré ces doublets pour repérer que c'était un nucléophile, mais ça ne sert pas à la première étape. Par contre, là, c'est en train de servir, hein, sur l'étape suivante. Alors, le produit qu'on va former, est-ce que j'ai de la place de l'écrire? Oui, on va essayer. Donc, le produit formé. Une toute petite flèche. On a toujours Cl-. Bon, il est là, il ne va pas servir. On a formé une liaison carbone-oxygène ici. L'oxygène, il est lié à CH3. Et il est aussi lié... Ah, j'arrive pas à faire mon 3 correctement. Ça y est, je l'ai fait. Et il est toujours lié à l'hydrogène qui n'est pas encore parti. Du coup, il a une charge plus au total. Étape suivante. Donc, dernière étape, on aurait une première étape qui serait la formation du carbocation. Une deuxième étape qui serait l'attaque du nucléophile. Les mécanismes, oui, il faut les équilibrer. Oui. C'est pour ça que du coup, j'ai mis le plus Cl- ici. Oui, quand on écrit un mécanisme, en fait, vous faites vraiment le détail du mouvement électronique. Donc, entre le départ et l'arrivée, les flèches courbes vous permettent d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre. Donc oui, sur les mécanismes, il faut bien équilibrer. Alors, je décale un petit peu. Hop. Donc, étape suivante, numéro 3. C'est l'étape acido-basique, c'est-à-dire que la liaison ici va se casser. Alors, Axel, on n'était pas obligé de mettre Cl- et Br- tout à l'heure parce qu'on vous demandait juste le produit et que c'était des schémas réactionnels. Dans un schéma réactionnel, on met le substrat et le produit. Dans une équation bilan, on met tous les réactifs et tous les produits et sous-produits. Et dans un mécanisme, c'est encore pire, on met le détail de chaque étape avec les intermédiaires réactionnels. Alors, je finis d'écrire mon mécanisme. Ah, il ne faut pas confondre, hein. Donc ça, c'est le chêne carboné. On a toujours OCH3. Pour éviter de recopier le plus Cl-, je vais le mettre entre parenthèses à la ligne du dessus. Voilà. Et le sous-produit supplémentaire, c'est le H+, qui s'est libéré. Ça va? Alors, je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé le 3e exemple. C'est bien. Donc, voilà, vous pouvez recopier ce qui a été mis en rouge. C'est pas moi, mais c'est juste. Donc, première étape de la SN2, on va indiquer. Ou alors, par contre, ouais, par contre, la chaîne carbonée, elle est plutôt moche, là. Hein. Bon, remarque, on a vu pire. Allez, voilà, la liaison double. Bon, ça prend forme. Si vous êtes en train de dessiner sur le tableau avec la souris, c'est vrai que vous avez quand même des excuses. Voilà. Mettez en rouge le doublet qui va s'accrocher avec NH3. Et puis, vous mettez le détail sur NH3. J'ose pas le faire parce que sinon, on va se télescoper. Ou alors, je le fais. Allez. Bon, c'est moi qui prends la main. Hop. Non. On va avoir N. Et H, il est lié à toujours 3 hydrogènes. 1, 2, 3. Ce qui fait beaucoup, le pauvre. Donc, par SN2, on fixe NH3 en entier. Et ensuite, on va fixer... Pardon, on va pas fixer. On va libérer H+. Chimie organique, vous avez le droit de faire des flèches qui partent en diagonale. Hein. Il s'accroche en entier, oui, mais sauf que là, il n'y a pas de géométrie particulière sur le carbone de départ qui n'est pas asymétrique. Donc, il n'y a pas lieu de discuter de la stéréochimie. Le carbone n'est pas asymétrique. Mais effectivement. Donc, dernière étape,
acido-basique, vous prenez n'importe laquelle des liaisons NH et vous libérez un proton, ce qui va vous donner si il manque le BR. C'est parce que j'avais pas fini. Non, c'est parce que j'écrivais pas moi. Attendez, j'ai fini d'écrire ma molécule. Parce que c'est... Faut pas s'interrompre en cours de molécule, après on sait plus, on compte plus. Alors, que je retrouve. Hein, donc on a fixé N et H2 plus H+, et effectivement, à l'étape précédente, il manquait le plus BR- qui s'était libéré. Donc, je le mets entre parenthèses, histoire de dire que je ne le mettais pas deux fois non plus. Bon, ça fait beaucoup de BR- là. Donc, pas de stéréochimie particulière. Et d'ailleurs, j'ai oublié un carbone dans l'affaire. Voilà, ici. Attendez, je vais en effacer un petit peu parce que j'ai oublié un carbone. Il a perdu un carbone ici. Ah, d'accord, ça va être un petit peu long. Hein. Voilà. Alors, il y avait un carbone et ici NH2. Bon, il n'est pas bien mieux. Bon, là, il y a un angle. Hein. Alors. Finalement, ça va aussi bien de gribouiller en blanc par-dessus. Donc, je recommence. Attendez, je réponds, mais j'ai fini ma molécule. Donc, on a, hop, le carbone, hop, NH2. Voilà, c'est plus clair. Alors, les questions que je retrouve le chat. Donc, le BR, on l'a déjà fait. Pourquoi N a une charge plus alors qu'il respecte la règle de l'octet c'est pas incompatible. Dans H3 ou plus, O a une charge plus. Il respecte la règle de l'octet. Donc, non. La règle de l'octet est parfaitement respectée. La charge, ça dépend du décompte d'électrons. Dans cette structure, N a 4 électrons en propre, 4 liaisons et rien d'autre. Et l'atome d'azote, normalement, a 5 électrons de valence. Donc, il lui en manque un. Donc, il a une charge plus. Ah oui, il faut vous rappeler le cours sur les VSEPR et compagnie. Petit retour en arrière sur l'exemple précédent. Il y avait un carbone asymétrique à l'arrivée qui était asymétrique au départ. Il était là. Mais ici, on a 50% de R et 50% de S. C'est un 50 qui ressemble à un 30, mais on a une racémisation du carbone asymétrique. Donc au départ, il avait une configuration fixée, le chlore était vers l'avant, mais à l'arrivée, on a un carbone racémique puisqu'on passe par un carbocation. Voilà. Alors, on a vu qu'il y a des mécanismes de type SN1 et il y a aussi des mécanismes de type SN2. Mais raisonnablement, on va quand même se demander dans quel cas on a l'un ou l'autre. Comment choisir entre les deux? Alors, deux possibilités. Soit l'énoncé vous donne des données cinétiques. Le nom SN1 ou SN2, on a vu que c'était en rapport avec l'ordre de la réaction. Donc, si l'énoncé vous dit que la réaction est d'ordre 1 ou d'ordre 2, c'est bon, vous avez la réponse. Si c'est d'ordre 1, c'est une ESN1. Si c'est d'ordre 2, c'est une ESN2. Donc, c'est le critère absolu. Problème, souvent, l'énoncé ne vous donne pas de données cinétiques. Donc, comment faire quand il n'y a pas de données cinétiques? On va regarder les ingrédients de la synthèse et puis on va regarder si ça favorise plutôt un mécanisme ou plutôt l'autre. Première chose à examiner, le substrat, c'est-à-dire la nature de R, celui qui est accroché au carbone fonctionnel. Dans une SN1, on passe par un carbocation. Donc, pour favoriser la SN1, il faut un carbocation stabilisé. Pourquoi? Ça fait quoi si le carbocation est plus stable?
Alors, je regarde les réponses. Oui, la réaction est plus rapide. Donc, effectivement, ça abaisse l'énergie d'activation EA. Donc, on a intérêt à avoir une barrière d'activation la plus petite possible. Pour la SN2, il n'y a pas d'intermédiaire réactionnel. Par contre, il y a un problème d'encombrement. Il faut qu'en même temps, le nucléophile se faufile jusqu'au carbone fonctionnel et que le nucléofuge s'en aille. Donc, il y a un problème de place. Du coup, la SN2, elle va être plus facile si le carbone n'est pas trop encombré. Plus facile, en chimie, c'est synonyme de plus rapide. Donc, c'est pareil, ça abaisse la barrière d'activation. Et c'est un critère stérique. Ça veut dire que c'est en rapport avec l'encombrement. Stérique, ça veut dire que c'est en rapport avec l'encombrement. Donc là aussi, ça abaisse l'énergie d'activation parce que ça facilite l'arrivée du nucléophile. On va regarder déjà la classe du carbone. Alors, si le carbone est primaire, est-ce que R+ est stable? Bah non. Donc la stabilité de R+, est plutôt négatif. Si le carbone est tertiaire, au contraire, la stabilité du carbocation, c'est mieux. Si le carbone est secondaire, ben, c'est intermédiaire. C'est plus ou moins. Au niveau de l'encombrement, donc au niveau de l'encombrement, c'est lequel le plus dégagé? C'est le primaire, le secondaire ou le tertiaire? Oui, donc plus il y a d'hydrogène. Alors on va plutôt mettre un plus sur l'encombrement parce que c'est favorable, d'accord? Donc plus, c'est dégagé. Et au contraire, s'il est tertiaire, c'est encombré. Donc le plus, ça ne veut pas dire que c'est encombré, ça veut dire que c'est dégagé, hein. Ça veut dire que la réaction est favorable. Et pour le secondaire, on va dire que c'est entre les deux. Alors, si on met bout à bout l'ensemble de ces critères, pour un carbone primaire, le carbocation est plutôt défavorisé. En revanche, c'est un endroit dégagé. Du coup, le mécanisme probable ici, ce sera SN combien pour le primaire? Il n'y a plus qu'un numéro à mettre au bout. SN. Les numéros possibles sont 1 ou 2, vous ne tirez pas au sort, hein. Oui, SN2. Ah ben non, vous me direz le 1, c'est pas bon le 1. C'est un 2. Bon, on va peut-être le réécrire en toutes lettres parce que là, on ne voit plus rien, hein. Allez, je me charge de l'écriture là. SN2 pour celui-ci. Pour le carbone tertiaire, ben, j'ai autant de 1 que de 2. Pour le carbone tertiaire, c'est des critères inverses. Le carbocation est plutôt favorisé. En revanche, c'est un site encombré. Du coup, on aura une SN1. Eh ben, écoutez, tel quel, je rajoute rien, c'est parfait. Et pour le carbone secondaire, et ben là, le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que le carbocation n'est pas spécialement favorisé, le carbone n'est pas spécialement favorisé, et donc pour le secondaire, on ne sait pas. Donc on a déjà une réponse pour primaire et tertiaire. Et d'ailleurs, si vous regardez les exemples que j'ai donnés de SN1 et de SN2, c'était des exemples compatibles avec ce tableau. Alors attention, parce que la classe ne suffit pas pour analyser la stabilité d'un carbocation. Vous devez aussi regarder si le carbocation n'est pas stabilisé ou déstabilisé par des effets électroniques. Et donc en particulier, si vous regardez l'exemple substrat qui est donné ici, le carbocation ici, FiCH2+, il est primaire, mais il est stabilisé par effet mésomère. Donc c'est un carbocation qui serait primaire, mais on a un effet plus M du substituant, et ça donne très facilement une SN1. Est-ce que la SN2 est possible? C'est possible ou pas? Est-ce que c'est dégagé ou pas? Oh, le vilain truc. Oui, ce qui favorise ou défavorise un mécanisme, ça n'a pas d'effet sur l'autre mécanisme, hein. Donc, le fait d'avoir une SN impossible, bah, c'est parce qu'on a un carbocation stabilisé, ça n'empêche pas pour autant la SN2 de se faire. Donc, on peut avoir sur ce substrat-là les deux possibilités.
Mais en tout cas, la SN1 sera possible sur ce carbone primaire, alors qu'en général, sur un carbone primaire, ce n'est pas possible. Alors, autre paramètre qu'on peut analyser, le nucléophile. Donc, le nucléophile, alors déjà, vous regardez les autres paramètres quand il y a ambiguïté. Donc, typiquement, quand le carbone est secondaire, vous regardez s'il n'y a pas d'autres choses qui vont favoriser un des deux mécanismes. Si vous avez déjà la réponse parce qu'il est primaire ou tertiaire, ne cherchez pas plus loin. Hein. Donc, on analyse les autres ingrédients de la synthèse si on n'a pas la réponse avec la simple analyse de R. Exemple pour un carbone secondaire. Alors, influence du nucléophile. D'abord pour la SN1. Dans la SN1, on rappelle que l'étape limitante, c'est la formation du carbocation. Le nucléophile n'intervient pas dans cette étape. Du coup, il n'a pas beaucoup d'importance. Peu importe le nucléophile, ça ne changera pas la cinétique. Donc, ça ne va pas favoriser ou défavoriser le mécanisme. Pour la SN2, au contraire, le nucléophile intervient dans la réaction limitante. Dans l'étape, il n'y a qu'une seule étape. Donc, la réaction de SN2 va être favorisée si le nucléophile est agressif. Nucléophile, on rappelle, c'est les attaquants. Alors, un nucléophile agressif, on peut dire aussi que c'est un bon nucléophile. Et qu'est-ce qu'un bon nucléophile? Ça, c'est un peu plus subtil. Donc, c'est difficile de comparer deux nucléophiles comme ça. Le seul bon point de comparaison, c'est d'étudier les cinétiques. On compare des nucléophiles à partir de leur vitesse d'attaque sur un même substrat. Plus ça va vite, plus le nucléophile est qualifié de bon nucléophile. On peut quand même donner quelques critères. Alors d'abord, le critère de taille. Pour des structures un peu similaires, il vaut mieux avoir une petite taille pour pouvoir se faufiler vers le carbone. Donc ici, entre l'eau et un alcool, c'est un petit peu le même genre de nucléophile. Le nucléophile, ce sera l'eau parce que c'est plus petit. Et donc, ça va arriver plus facilement à se faufiler jusqu'à un carbone. On a aussi le critère de charge. Donc là encore, on compare ce qui est comparable. Donc pour des tailles analogues, H- et H2O, le meilleur des deux sera H-. Donc H- est un meilleur nucléophile que l'eau. Ou un alcoolate est un meilleur nucléophile qu'un alcool. Pour les halogénures, on va avoir un ordre qui n'est pas forcément le plus évident. Tout à l'heure, précédemment, on a dit que le petit, il était plus agressif. Ce n'est pas le cas pour les halogénures, parce qu'il n'y a pas que la taille qui compte. Donc ici, c'est surtout la disponibilité des doublets. Un nucléophile, il doit donner son doublet, c'est sa définition. Et plus il est électronégatif, moins il va vouloir donner son doublet. L'électronégativité, c'est l'aptitude à attirer les doublets des autres. Et du coup, plus il est électronégatif, moins il donne. Donc les doublets de l'iode sont plus disponibles. L'iode les tient moins bien. L'iode est plus polarisable. Ça revient à ça. Alors, autre paramètre. Quand on n'a toujours pas trouvé la réponse en analysant la tête du nucléophile, on peut regarder le reste, sachant que ça commence à devenir un peu flou à l'analyse des paramètres. Donc, on en dit quelques mots, mais on ne va pas insister. Donc, le solvant, alors les effets de solvant sont hors programme, hein, donc c'est culturel ça. Mais le solvant peut évidemment aider à favoriser l'un ou l'autre des deux mécanismes. Si on veut favoriser une SN1, il faut un solvant qui stabilise au maximum l'intermédiaire réactionnel. Et donc l'intermédiaire réactionnel, vu que c'est un cation, il faut que le solvant soit polaire. Pour la SN2, il faut éviter au contraire d'empêcher le nucléophile d'être agressif. Il ne faut pas que le solvant stabilise trop le réactif, sinon il est moins réactif. Et du coup, il faut absolument éviter les solvants protiques. En général, un solvant protique, ça veut dire qu'il donne un proton. C'est un solvant acide. Et ça a tendance à réagir avec les bons nucléophiles. Bon, on ne va pas trop discuter de la nature des solvants. Pour le dernier paramètre, la nature du groupe partant, c'est-à-dire l'halogène, le nucléofuge, là, ça ne favorise pas l'un ou l'autre des mécanismes. Par contre, ça favorise la réaction dans son ensemble. On a dit que c'est plus facile de faire réagir un substrat iodé que bromé ou chloré. Par contre, ça n'a pas d'influence sur le numéro de la réaction. C'est soit 1, soit 2. Mais dans tous les cas, le substrat iodé, il réagit plus facilement que le bromé.
Il y a quand même un certain nombre de cas où les 2 mécanismes peuvent coexister. C'est-à-dire qu'on va avoir une fraction des molécules qui vont réagir par SN1 et une fraction des molécules qui va réagir par SN2. Et ça se fait au hasard, au bon vouloir des chocs, des rencontres moléculaires. Et vous avez un exercice de la planche que j'ai mise en ligne ce matin, un exercice où justement vous devez regarder pour une réaction quel est le pourcentage de SN1 et le pourcentage de SN2. Vous êtes guidé, mais c'est un exemple où vous avez un mélange des deux réactions, des deux mécanismes simultanément. D'ailleurs, pour ce que j'ai mis en ligne ce matin, je vous ai mis en ligne le corrigé du DM de l'analyse de documents. Je vous ai mis également un QCM sur les additions électrophiles. Il serait bien de le regarder, par exemple, avant le devoir. J'ai mis une date limite lundi. Je vous conseille de le faire plutôt ce week-end pour vous entraîner, pour vérifier que vous savez faire. Donc, il y a un petit QCM et j'ai mis donc la planche d'exercice sur les substitutions nucléophiles. Et là, on va poser une question cruciale. Voilà, donc je prépare mon petit sondage. Donc on va voir ceux qui dorment et vous pouvez me répondre. Donc soit on fait une pause de 5 minutes maintenant, soit on commence, on finit un petit peu plus tôt, mais c'est vrai que c'est bien, une petite pause de 5 minutes. Alors il y a pour l'instant égalité parfaite. Donc ceux qui roupillent, décidez-vous. Ceux qui roupillent sont déjà en pause, remarquez. Donc les absences de réponse, je vais peut-être les mettre du côté pause, sauf qu'ils sont déjà en pause. Il y en a qui changent d'avis, hein. Et à un moment, il faut vous décider, hein. Et il y en a 5 qui dorment. Ouh. Bon. Eh bien, écoutez, on va afficher. Il n'y en a plus que 4 qui dorment. Eh bien, écoutez, il semblerait que la majorité soit en faveur de la pause, donc je ne me rends pas forcément tout le temps à l'avis de la majorité, mais là, allez, on fait 5 minutes de pause. Alors, 5 minutes, c'est pas 10, hein. Donc, vous restez connectés, mais vous pouvez essayer déjà de gérer tout ça et on reprend dans 5 minutes chrono.
C'est l'heure de reprendre. Réveillez-vous. Ah, on a perdu en route là. Ça, c'est l'évaporation. Ah, revoici Chloé. Alors, on en a perdu en route, dont moi, hein, parce que là, je vois que je suis en train de me déconnecter. Donc, je vais me reconnecter en ALB. Parce que c'est déconnecté tout seul. Bon, c'est peut-être qu'il n'aime pas les pauses. Alors, on reprend. Ça y est. J'ai le temps de me reconnecter en ALB. Hein, ça prend quelques instants. C'est en route. C'est fait. Un quiz avec des réactions à reconnaître. Et ben là, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour les substitutions nucléophiles ou pour les additions électrophiles? Parce que j'ai fait un petit quiz, c'est plutôt du texte que des réactions. Et là, d'ici lundi, je vais pas avoir le temps de faire grand-chose, je vais vous dire. Hein. Donc d'ici lundi, ça va être un petit peu... me demandez pas trop de choses ce week-end. Normalement, vous avez quand même pas mal d'exemples hein, sur les documents que je vous fais passer. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je mets beaucoup de trous pour les polis de chimie organique. Alors, c'est peut-être embêtant pour vous parce que vous êtes obligé de gratouiller, mais c'est vraiment important de décrire les réactions, de dessiner les molécules. Donc, c'est pour ça que j'ai mis plein de trous partout. Il faut vraiment vous habituer à dessiner les molécules. On ne peut pas faire de chimie organique si on ne dessine pas de molécules. C'est pas possible. Alors ici, on va parler un petit peu de l'intérêt stratégique de la substitution nucléophile. Donc c'est pour voir à quoi ça sert. Donc ça permet de changer de façon assez facile les fonctions sur une molécule. Donc c'est des réactions qui globalement se passent bien, c'est-à-dire qu'elles sont assez rapides, et ça permet de changer très rapidement de fonction. Ça ne change pas la position de la fonction sur le squelette. Donc le squelette reste inchangé, sauf un cas particulier qu'on va détailler. Et on va par contre changer aisément, on passe d'une fonction à une autre fonction. Donc ici, si on prend un halogénoalcane au centre, on va voir les nucléophiles possibles pour passer à différents produits que vous avez autour. Donc à partir du même substrat central, si on veut avoir un alcool ici, j'en suis à la flèche de gauche, on peut avoir au choix le nucléophile H- ou le nucléophile H2O. Si on veut avoir une amine primaire, donc RNH2, vous avez deux choix possibles qui sont NH3, l'ammoniac, et vous avez aussi NH2-. Je vous mets que l'anion ici. Un anion, on rappelle, il n'est jamais tout seul. Hein. Il a forcément un ion spectateur accompagnateur qui sont en gros Na+, ou K+. C'est les deux accompagnateurs. Si on veut avoir une amine secondaire, donc il faut rajouter tout ce morceau-là, violet. Donc tout ça, ça c'est rajouté. Dans le cas précédent, ce qui se rajoute, c'est ça. Dans le cas précédent, ce qui se rajoute, c'est ça. Oh, j'ai fait un super code de couleur pour voir ce qui se rajoute. Donc, vous avez à rajouter N et il faut qu'il soit au départ accroché à R'. Donc, les nucléophiles possibles, ça va être R'. Je vais changer de couleur. R'. Attendez, j'efface ça, c'est moche. Donc, deux nucléophiles possibles qui sont donc R', NH3, NH2, pardon. Donc, on fait réagir une amine primaire et on obtient une amine secondaire. Ou alors, on peut faire réagir R', NH avec une charge moins sur l'atome d'azote. Donc, ce serait un amide dur équivalent. À chaque fois, vous avez ici un nucléophile de type Y- et un autre de type YH. Si on veut avoir un autre halogénoalcane, on va remettre ça en bleu. Donc, si on veut fixer ici un X', on peut faire réagir dessus X'-.
Et c'est tout, il n'y a pas d'autres nucléophiles ici. On ne peut pas faire réagir HY'. HX' ne marche pas. En fait, HX' c'est le même. Ensuite, pour le groupe CN qui est ici, ça s'appelle un groupe nitrile. Le nucléophile, c'est le cyanure. Bon, le cyanure qui est quand même une molécule extrêmement toxique, hein. Alors, le cyanure CN-, on ne fait pas réagir HCN parce que c'est l'acide cyanhydrique, ça, et non seulement c'est très toxique, mais en plus c'est un gaz, et du coup c'est très difficile de s'en protéger. Donc le cyanure, c'est le seul nucléophile possible. Dans cet exemple-là, on a le squelette qui augmente de 1 carbone. C'est un carbone qui s'accroche. Donc sur l'exemple du nitrile, on a une augmentation de chaîne carbonée. D'accord, donc le squelette carboné augmente de 1 carbone. Donc c'est un cas où la substitution nucléophile conduit à une modification du squelette. C'est un carbone qui s'accroche. Dans les autres cas, ce n'est pas un carbone. Alors vous verrez l'an prochain plein de modifications de squelette, hein, mais on n'en verra pas tant que ça cette année. Et enfin, la formation d'un hétéroxyde. Et on va le mettre de quelle couleur? Allez, en violet aussi. Donc si on veut accrocher OR' à la place du X de départ, deux possibilités. Soit vous faites réagir l'alcool ROH, c'est pas ROH, pardon, c'est R'OH. Soit vous faites réagir l'alcoolate R'-O-. D'accord? Donc dans certains cas, on peut faire réagir un seul nucléophile et dans d'autres cas, il y a deux nucléophiles possibles. D'accord? Donc c'est bien schématiquement de repérer les réactions de SN, de repérer les nucléophiles qui peuvent être additionnés et de bien les voir apparaître sur la structure du produit final. Alors le truc que j'ai entouré sur le produit final, là, ça s'appelle un synthon. C'est ce que vous ferez beaucoup en rétrosynthèse quand vous voulez fabriquer un produit. Et ben, on regarde dans le produit les différentes briques qui ont conduit à ce produit. Donc là, ce que j'ai entouré à chaque fois, c'est une brique. Et je cherche quelle est la brique à rajouter, qui s'appelle ici un nucléophile. Et sinon, ça s'appelle un synthon. On en reparlera plus loin. Alors, à ce stade, on a vu les réactions de substitution nucléophile sur un substrat halogénoalcane qui nous a occupé. Et on change de substrat, on passe au substrat alcool. Donc, toujours des SN, mais sur un alcool. Attention, attention. Pour un alcool, je vous avais présenté ça en général. La liaison CO, c'est du solide, et donc il va falloir activer d'abord cette liaison avant de la casser. Elle ne se casse jamais directement. Ça, c'est bien le truc à retenir, jamais, jamais. Donc il faut toujours lui la booster un peu pour la faire réagir ensuite, pour la faire se casser. Donc il va falloir activer la liaison. Il y a deux méthodes d'activation. Et on va activer de façon la plus simple possible avec H+, donc en milieu fortement acide, c'est ce qu'on a vu dans le paragraphe de généralité. On va former l'acide conjugué de l'alcool avec le groupe H2O qui est prêt à partir. Donc si on a cette forme acide, elle est plus réactive que l'alcool de départ parce qu'on va pouvoir décrocher H2O. Merci à ceux qui écrivent jamais directement. Oui, il faut savoir. Les alcools, ça résiste, hein, c'est du solide. Donc du coup, l'acide conjugué d'alcool, parfois, on l'appelle forme activée de l'alcool ou alcool activé. Ça veut dire que c'est plus réactif. Le truc activé, c'est que c'est plus réactif. Alors ça, c'est une activation facile. D'accord? Donc ça, c'est facile. Parce que l'acide, c'est pas cher, hein, c'est pas cher et c'est très facile à faire. Mais parfois, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a des alcools qui, même en milieu acide, ne vont pas être suffisamment activés pour réagir. Donc, on a une activation que j'appelle l'activation de luxe. Non, je ne vais pas l'écrire, j'ose pas écrire des horreurs comme ça. Mais c'est l'activation, le top du top de l'activation, par une molécule qui a une sale tête. Hein. C'est le top du top, hein, c'est la rançon. C'est du chlorure de tosyle. Donc ça, vous le repérez, ce truc-là, comme un super activateur. C'est le top du top de l'activateur.
Alors déjà, on va regarder. Non mais dites donc, vous écrivez par-dessus ce que j'écris, ça se fait pas ça. Bon bah du coup, on voit plus rien. Bah je vous laisse. Bon, merci pour le top du top. Donc on va déjà regarder la structure de cet affreux machin. Voilà. Donc la structure, vous l'avez à côté, vous n'avez pas à la connaître, hein. S'il y a besoin de l'analyser, un énoncé vous donnera la structure de ce truc-là. Vous devez le mettre dans la catégorie superactivateur. Et le truc encadré en bleu, c'est ce qu'on appelle le groupe tosyl, avec un E au bout. C'est tosyl quand c'est à la fin, et le E, pareil, si c'est un substituant tosyl, on évapore le E si on donne le nom d'une molécule qui aurait ce substituant. Donc tosyl, c'est un substituant. Et on peut l'abréger, on l'abrège d'ailleurs de façon conventionnelle en TS. Donc TS, c'est pas un élément, c'est tout le truc entouré en bleu. Et du chlorure de tosyl, ça veut dire que l'autre élément accroché, c'est du chlore, comme on aurait pu le voir. Alors, le nom conventionnel de ce chlorure de tosyl, le nom approprié, c'est le chlorure de 4-toluène-sulfonyle. Bon. Alors, je vous mets juste les numéros, mais vous n'allez pas les connaître, hein. Vous avez 1, 2, 3, 4. Et le groupe sulfonyle, c'est ça. C'est S avec 2 liaisons doubles soufre-oxygène. Bon, vous n'avez pas à retenir la structure, vous retenez que c'est le superactivateur, ça suffira. Alors, en présence d'un alcool, que fait ce chlorure de tosyl? Eh bien, il réagit, c'est fait pour ça, et il forme un superalcool activé qui a le substituant OTS. Donc, il s'agit d'une substitution nucléophile, ça déjà. Et donc, on va avoir pardon, cette forme-là, donc la forme qui est encadrée, qui est généralement une espèce intermédiaire dans une synthèse, c'est-à-dire qu'on fabrique ça pour le plaisir de casser ensuite la liaison oxygène-carbone que je viens de pointer en rouge, qui se pointe à moitié. Bon, si ça y est, elle est pointée. Alors, à retenir, quand on casse les liaisons carbone-oxygène, on va soit casser à partir d'un alcool. Si on casse à partir d'un alcool, on enlèverait. C'est bon, j'avais vu le sang de la veine, c'est pas la peine de le mettre en énorme, hein, ça méritait pas non plus d'y passer du temps. Je vois pas le rapport avec les veines d'ailleurs. Puis il faut pas trop d'alcool dans le sang, c'est très mauvais. Donc pour les groupes partants, on a vu qu'on ne peut pas casser directement la liaison CO, parce qu'on ferait partir H- et H-, bah désolé, il ne part pas. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu au départ, c'est un très mauvais partant. Et donc du coup, il ne part pas. Dans la forme activée du petit a, à ce moment-là, on fait partir l'espèce H2O qui est stable, et ça, c'est un bon groupe partant. Ça veut bien partir. Et enfin, si on a besoin d'activer super, activer, eh bien, on peut utiliser le groupe TS- qui va partir. Alors, je le mets sur ROTS. Ceci, ça permet de faire TS-, la flèche en rouge que je viens d'écrire. Donc, si vous suivez la flèche en rouge, on va avoir TS-, donc qui est l'ion tosylate, qui est libéré et il restera R+. Donc, on peut faire partir très facilement l'ion tosylate. Donc, en pratique, on accroche le chlorure de tosyl pour le plaisir de le décrocher facilement dans un deuxième temps. Quelques petits exemples peut-être. C'est bon, on peut passer. Hop. Alors, on va voir comment... donc, les SN, c'est pour changer de fonction. Donc, on va voir ici comment remplacer une fonction alcool, qui est donc maintenant le substrat, et le remplacer par un halogène. Donc, c'est inversion des rôles par rapport au paragraphe grand B. Dans le paragraphe qu'on vient de terminer, on passait d'un halogénoalcane à un alcool. Là, on va voir exactement la réaction, le schéma réactionnel inverse. Alors, première façon de faire, la plus simple, on fait réagir directement HX, c'est-à-dire HCl, HBr ou HI. Dans tous ces composés, le nucléophile, c'est lui, c'est X-. D'accord, H+, c'est juste l'accompagnateur. Donc, on peut écrire la réaction bilan de deux façons. La différence entre les deux, c'est que dans la première ligne, j'ai laissé la molécule HX en entier.
Et dans la deuxième ligne, j'ai séparé en 2 ions différents. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, mais on peut écrire le bilan. Les deux sont autorisés. Petite remarque HCl, je vous avais interdit de l'écrire dans l'eau. Hein, ça n'existe pas dans l'eau. Par contre, dans d'autres solvants, ça peut exister. Donc, on a le droit d'écrire la molécule HCl en chimie organique. Dans l'eau, strictement interdit, c'est un acide fort. C'est plus facile de voir le nucléophile X-, donc moi, je préfère la forme 2, ici, puisqu'on voit directement ce qui va servir, et ce qui va servir, c'est X-. Autant mettre la forme qui va être effectivement utile. Alors, en pratique, on est dans des conditions qui sont très acides, puisqu'il y a H+, qui accompagne le nucléophile. Donc, on a à la fois l'acide et le nucléophile. Les conditions expérimentales sont en pratique favorables à l'ASN 1, parce que c'est un milieu protique. Bah oui, c'est la définition du milieu protique, c'est super acide. Hein. Donc, c'est surtout très défavorable à l'ASN 2. Donc, on y va pour la... Alors, là, je vous décris le mécanisme avec la chimie des grands airs. Donc, ce n'est pas une vraie molécule, c'est un ROH. Et on va juste compléter le schéma réactionnel ici. Enfin non, ce n'est pas un schéma réactionnel, pardon, c'est un mécanisme. Première étape, ceci. On va former ROH2+. Ça, c'est une réaction. Alors, ne mettez pas que c'est une réaction de substitution nucléophile ou je ne sais pas quoi. C'est une réaction acide-base. Hein. Ce genre de réaction, vous la reconnaissez comme une réaction acide-base. C'est une réaction d'activation. Son rôle, ça va être de préparer la rupture de la liaison carbone-oxygène. Et c'est donc une réaction d'activation. Deuxième étape. Une fois qu'on a l'alcool activé. Copier. Donc, on va avoir R OH2+. On va former un carbocation, on va casser la liaison ici. On va former deux objets qui sont R+, il y en a qui écrivent en même temps que moi. Bon, c'est gentil. Donc on va avoir R+, le carbocation, tiens, j'aurais pu changer de couleur, plus H2O. Donc c'est une réaction qui est lente parce qu'on forme un carbocation et donc maintenant c'est bon, on a compris que les carbocations ça se formait pas vite. Hein. Il y a un moment où il faut assimiler cette notion. Ensuite, troisième étape, pardon, le carbocation R+. Alors, vous n'êtes pas obligé de dessiner son carré vide, la lacune à côté, hein, je le fais, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, dans les mécanismes, vous dessinez le doublet utile pour faire la réaction. X- n'a pas un doublet, mais 4 doublets. On les dessine tous les 4, c'est comme ça. Et on entoure la charge moins pour éviter de la confondre. Et donc, on va avoir une dernière étape qui est formation de la liaison ici, RX. Donc, la réaction numéro 3, elle est rapide. Est-ce que ça marche bien? Eh bien, j'avais prévu de le faire en TP avec un alcool tertiaire parce que ça marche bien. Avec un alcool secondaire, ça marche moyen. Hein, et avec un alcool primaire, il faut bien reconnaître que ça ne marche pas. Donc, quand on pratique, comme c'est une ESN 1, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que c'est rapide quand le carbocation est stabilisé. Et donc, ça marche mieux sur les alcools tertiaires que sur les alcools primaires. On peut avoir des SN2, c'est possible. Qu'est-ce que ça change dans le mécanisme si on a un mécanisme SN2? Est-ce que la réaction 1 change? Je vais y répondre aux questions plutôt que de modifier ma magnifique molécule R. Alors, est-ce que ça change l'activation si c'est une SN2? On va déjà regarder à quel moment on a une SN1. C'est ici. Ça, c'est SN1. Formation de carbocation, puis attaque du nucléophile. Si c'est une... Ou alors, le nom est peut-être un peu abusé. Donc, si c'est une réaction de type SN2, 1 est inchangé. Par contre, 2 et 3 sont en une seule étape. N'écrivez pas, je l'écris.
Donc, c'est-à-dire qu'on a les mêmes mouvements électroniques. Pardon. On a les mêmes mouvements électroniques, mais on les a d'un seul coup au lieu d'avoir en deux coups. Est-ce que vous voulez qu'on écrive les mouvements électroniques sur le tout petit peu de place qui reste? Est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on écrive les mouvements? Une fois, deux fois? Si vous voulez pas, on n'écrit pas. Hein. Bon, alors on écrit. Donc je pars de R au H de plus. Donc je laisse l'étape 1. L'espèce conforme, c'est R au H2 plus. Ça, c'est ce qui vient de la première étape. Et on va faire réagir dessus, ça, de ça, X moins. Donc X moins a ces 4 doublets, il y en a un des 4 qui va pouvoir servir et qui va faire l'attaque ici sur R et on libère. Et donc ça va donner les produits Rx plus H2O. J'ai plus la place d'écrire, mais de toute façon c'est les mêmes produits, c'est la même réaction bilan. Hein. Donc on a les deux mouvements électroniques, on a les deux mouvements électroniques en même temps, au lieu d'avoir rupture, puis formation de liaison. Si c'est une ESN2, on garde la version de Walden. Hein. C'est ce qu'on a vu précédemment. Alors pour les alcools primaires, quand même, vu que la SN2, il y en a rarement ici, Rx plus H2O, merci. Donc je vous laisse recopier ce qui a été écrit en doré. Et on va passer à la suite. Donc si on a un alcool primaire, il va falloir quand même franchir un cap sur l'activation. Et pour un alcool primaire, on est obligé de faire un petit peu plus fort. C'est au moment où je peux passer. Hop, on change de page. Alors, c'est là qu'on va utiliser notre activateur de luxe, hein, TSCL. Et vous avez d'abord le schéma de la réaction. Donc le schéma, donc on cherche toujours à transformer un alcool en dérivé halogéné. Mais on va le procéder en deux fois. Donc attention, ce n'est pas un mécanisme ici, c'est deux étapes successives. On va d'abord faire réagir TSCL, puis on fait réagir HX. Du coup, on va former intermédiairement ce truc-là, c'est-à-dire une forme très activée de l'alcool qui va ensuite réagir facilement pour donner Rx. Donc la première étape, la première étape, c'est une activation et c'est en pratique une substitution nucléophile aussi, sauf que là, l'alcool, c'est le nucléophile. Donc, on va écrire le mécanisme. Donc on va avoir, je vous écris juste les flèches, hein, peu importe que ce soit du 1 ou du 2, en pratique c'est plutôt du 2. Alors, TSCL, vous avez ici le nucléophile, c'est un des deux doublés libres de l'atome d'oxygène. Et TS, alors TS c'est un substituant, mais c'est sur le carbone c'est pas un carbone d'ailleurs, c'est un soufre. C'est sur le premier atome qu'on a la charge plus delta et moins delta ici sur Cl. Donc on va avoir une attaque de l'oxygène sur TS et départ de l'ion Cl-. Alors l'hydrogène est toujours accroché. On a accroché TS. On a fait partir Cl-. Qu'est-ce qui manque ici? Pour l'instant, ce n'est pas équilibré. Oui. Donc, merci à celui qui rajoute la charge plus. Étape suivante. Ici, ça ne reste pas tel quel. On va avoir ensuite ce type de mouvement qui va donner ROTS. C'est le produit de la réaction 1 plus H plus Cl-. D'accord? Donc, le numéro 1 que vous avez sur la flèche du schéma, ça ne veut pas dire que c'est une étape élémentaire. Il y a deux étapes. La dernière étape, c'est une réaction acide-base. Donc, on a une première étape qui est de la SN.
Donc ici, c'est SN. Non, c'est un grand N, pardon. Hop. Et ça, la deuxième, c'est acide base. Voilà, qu'on ne voit pas trop. Alors, je vais déplacer mon acide base. Voilà. Donc, la réaction 1, c'est une vraie réaction bilan. Et on va avoir 2 étapes successives. La réaction numéro 2, c'est aussi une SN, mais attention, inversion des rôles. Cette fois-ci, le nucléophile, c'est X-, et l'électrophile, c'est ROTS. Donc attention. Donc, mécanisme de 2, on va l'écrire sous forme de SN2. Donc on va avoir ROTS, je peux écrire en violet, plus X-. Donc X-, il a ses 4 doublets, c'est lui le nucléophile, et l'électrophile est ici. Du coup, on va avoir fixation de X sur R, c'était l'objectif, et on libère TS ou moins, qui est un très bon groupe partant. Donc ça, c'est le produit qu'on veut obtenir, plus TS au moins. Et donc celui-ci, c'est un très bon partant. Voilà, voilà. R et OTS ont tous les deux une charge partielle plus. Alors la charge partielle, pour préciser, c'est sur un atome. Donc là, j'ai fait un petit abus quand j'ai mis une charge plus sur le R. C'est en fait une charge plus sur le carbone accroché à l'oxygène. Hein. J'exagère. On n'a pas le droit de mettre une charge plus delta sur un R. Vous saisissez la nuance? Pareil, TS, c'est une abréviation, c'est un gros substituant. Donc en fait, la charge plus, elle est sur l'atome accroché à l'oxygène. OK? Donc c'était un petit abus, mais j'avais pas envie de redessiner une molécule en entier. Donc, bon. Donc attention, c'est bien une synthèse en 2 étapes distinctes. On fait d'abord la réaction 1, puis quand elle est finie, on fait la réaction 2. Ne croyez pas en particulier que l'ion Cl- qui est libéré à l'étape 1, vous voyez, il y avait un ion Cl-, alors on va le mettre en vert, le voici. Celui-ci, eh ben, ce n'est pas le nucléophile qui sert là. D'accord? Ce n'est pas le Cl- qui a été libéré dans l'étape 1 qui va servir à faire l'étape 2. Attention, attention. Heureusement, parce que sinon, on pourrait faire que le produit chloré. On ne pourrait pas faire de produit iodé ou bromé. Donc, le Cl- qui est libéré à l'étape 1, c'est un sous-produit, il est évacué, on s'en débarrasse et on repart de zéro dans l'étape numéro 2. Alors, c'est une méthode qui marche dans tous les cas, cette activation par TSCL. En pratique, comme elle est un petit peu plus compliquée que la précédente, on la met en œuvre quand c'est utile, c'est-à-dire essentiellement pour les carbones, pas pour les alcools primaires. C'est pas la peine de se fatiguer avec une méthode compliquée et coûteuse quand ça marche bien avec, je mets simplement HCl. Alors, pour votre culture, vous avez donc cette partie-là, qui n'est pas spécifiquement au programme. Alors, le petit b, il est au programme. Hein. Donc, vous devez vous mettre dans la tête les TSCl et TSO-. Alors, il faut, donc pour votre culture, sachez qu'il y a aussi des réactifs dont le rôle est de chlorer. Ça s'appelle des réactifs chlorants. Et on ne va pas détailler le mécanisme, mais vous avez SOCl2, par exemple. Donc, c'est des réactifs, quand vous les regardez, ils ont plein de chlore dedans. Et ils permettent de remplacer à peu près n'importe quoi par un chlore. Donc, on ne va pas détailler les mécanismes, ce n'est pas à votre programme. C'est souvent des produits en plus assez toxiques. SOCl2, ça va dégager ensuite du dioxyde de soufre et de l'acide chlorhydrique gazeux. Ce n'est pas du tout pratique à utiliser, mais c'est super efficace. La chimie, ce n'est pas toujours propre. Hein. On le sait, ça, c'est quand même pas ce qu'on fait de plus
de plus délicat et vert. Alors, on passe au troisième. Donc, on va maintenant voir une réaction de déshydratation. Déshydratation, ça veut dire qu'on expule une molécule d'eau. Et attention, on va mettre en jeu non pas une molécule d'alcool, mais 2 molécules d'alcool. Encore plus fort. Alors, il faut 2 molécules d'alcool pour former un produit qu'on appelle un hétéroxyde. À l'arrivée, on a un oxygène qui est coincé entre 2 groupes alkyles. Donc, pour fabriquer ça, il faut bien 2 ROH. Et donc, tel quel, c'est bien une réaction bilan qui est équilibrée. Alors, les conditions opératoires. Il faut un milieu acide et il faut chauffer, mais pas trop. Bon, alors la notion de chauffage modéré, c'est vrai que c'est tout à fait relatif, hein. Des fois, on chauffe bien quand même. Quel acide utiliser? Donc en pratique, on utilise le plus souvent l'acide sulfurique. Ah oui, il faut que vous ayez des cases mémoire pour retenir les acides fréquents. Acide sulfurique, vous devez le repérer comme acide fort. Pareil, l'acide chlorhydrique, vous pouvez connaître sa formule, hein. On peut aussi utiliser l'acide phosphorique, c'est un petit peu moins fréquent, donc retenez surtout l'acide sulfurique si vous devez proposer. Et pourquoi donc ne va-t-on pas utiliser HCl? Oui, Juliette, les 2 alcools ont intérêt à être identiques. On verra à la fin du paragraphe ce qui se passe quand les 2 alcools sont différents. Oui, Alix, on additionne HCl. Enfin, ça ne s'appelle pas une addition, c'est une substitution. Mais si on utilise l'acide chlorhydrique, on forme RCl. Ce qui n'est pas le but. Donc, surtout pas d'acide chlorhydrique qui ne donnerait pas la bonne réaction. Alors attention, parce qu'on utilise 2 alcools, c'est 2 alcools identiques, mais chacun va avoir son rôle. Pour une substitution nucléophile, il faut un électrophile et un nucléophile. Il se trouve que les alcools ont une double casquette. Il y en a un qui peut jouer le rôle de nucléophile et l'autre qui peut jouer le rôle d'électrophile. On y va? Allez, respirez à fond, on a plusieurs étapes à mettre. Petit truc, quand on a besoin... Vous arrêtez de me gribouiller partout là? Donc, petit truc, quand on a besoin d'acide, le H+ qui est au-dessus de la flèche, ça sert à activer. Vous l'utilisez dès la première étape. Et on l'utilise dès la première étape pour activer. Alors, je me place comme il faut. Donc, première réaction, on active. Il va falloir casser une liaison, donc on l'active avant de la casser. Donc, sur les 2 molécules d'alcool, j'en prends une. ROH. Bon, bah, ce sera en bleu. Plus H+. On a 2 doublets sur l'atome d'oxygène et on va avoir formation de ROH2+. Ici, on a préparé l'électrophile sur R, enfin pas sur R, sur le carbone accroché à l'oxygène. Je coupe le micro le temps de m'éclaircir la voix. Me revoici. Donc, sur le carbone qui est accroché à l'oxygène, ici, on va avoir une charge plus delta. Pareil que tout à l'heure, hein, c'est plus delta sur un carbone, sur le carbone accroché à R. Donc ça, c'est l'électrophile. Sur cet électrophile, on va pouvoir faire réagir le 2e alcool comme nucléophile. Bon, on va supposer qu'on fait une ESN1, c'est-à-dire qu'on va procéder en 2 étapes. On va d'abord casser, puis construire. Alors, première étape, ce sera ça. Deuxième étape, je casse ici. Avec ce mouvement-là. On va donc former R+, plus H2O. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Ensuite, R+, le carbocation. On va faire réagir dessus un 2e
alcool, qui lui joue le rôle du nucléophile. Donc voilà l'arrivée de l'alcool numéro 2 qui va venir attaquer R. Donc c'est un nucléophile dans la catégorie nucléophile neutre. Donc on va former R voilà, ceci. L'oxygène dans l'affaire, il a une charge plus. Et enfin, ça c'est l'étape numéro 3. Dernière étape, ce qui nous en fait 4 en tout. On va avoir formation de l'hétéroxyne plus H+. Alors, ça fait 4 étapes. 4 étapes. On regarde un petit peu le rôle de chaque étape. L'étape numéro 1. Donc l'étape numéro 1, c'est une étape acide-base. Donc c'est rapide. Les étapes numéro 2 et 3, vous les reconnaissez comme quoi? On parle de H+, juste après, mais on analyse déjà des... Mais effectivement, vous avez raison, Alix. Hein. Donc les étapes 2 et 3, je disais, c'est quoi comme étape? C'est pas une addition, non. Non, non. Répondez sur le chat avant d'écrire directement. C'est des étapes qu'on a vues hier. C'est une SN, oui. Et quel numéro? SN1 ou SN2? Non, c'est pas SN2, c'est SN1. C'est pas parce qu'il y a 2 étapes que c'est une SN2. Hein. Le numéro, c'est pas, ça fait pas appel au nombre d'étapes. Surtout pas. Donc c'est une SN1. SN1, c'est je forme un carbocation, puis je fais une attaque nucléophile. Donc les étapes 2 et 3, c'est ce qu'on a déjà vu pour une SN1. Et l'étape numéro 4, c'est à nouveau une étape acido-basique. Si on vous demande quelle est l'étape limitante, ça c'est la correction automatique, c'est acide-base. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc l'étape limitante, ce serait laquelle? Ah ben, c'est pas 2 ou 3, c'est pas 2 et 3, je veux une seule étape. Quelle est l'étape limitante? C'est la 2, oui, c'est la formation du carbocation. On a une SN1, et dans la SN1, c'est l'étape numéro 1 de la SN1, donc la numéro 2 ici, qui est l'étape limitante. Donc l'étape numéro 2, c'est l'étape limitante du processus. Je vous l'écris. Il y a un S en trop. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de S, hein, c'est une seule étape limitante. Alors, petite remarque précédente, comment on détermine l'étape limitante? Vous voyez qu'on forme un carbocation. Et alors ça, c'est l'argument. Vous voyez, ce truc-là, quand vous le formez, vous pouvez vous dire que ça a du mal à se former. Carbocation, c'est un intermédiaire instable. Et inversement, quand vous voyez des étapes acido-basiques comme la 1 et la 4, ça, c'est toujours rapide. Donc, il restait la 2 et la 3. Formation d'un carbocation, c'est toujours une étape difficile. Il nous restait l'histoire du catalyseur. Donc, effectivement, si vous regardez H+, on le voit disparaître à l'étape 1. On le voit régénérer à l'étape 4. Et donc ici, on met en évidence le fait que H+, c'est un catalyseur. Donc le mécanisme montre que H+ est un catalyseur. Alors, à quoi ça sert? Petit commentaire quand même sur ce mécanisme. C'est 4 étapes, mais sur ces 4 étapes, vous les avez toutes déjà vues. Donc en fait, vous devez considérer ça comme du déjà connu. C'est vraiment, il n'y a rien de neuf là-dedans. Il y a acide base et SN1.
Donc, c'est tout, on s'adapte. Et le nombre d'étapes, finalement, c'est pas grave, elles sont pas compliquées. Alors, avec des vrais exemples maintenant, parce que la chimie des airs, bon, on s'en lasse. Donc, le groupe ET-éthyl, c'est CH3CH2. Donc ici, ce groupe-là, c'est, je me suis trompée d'outil, c'est CH3CH2OH. Ça, c'est CH3, CH2OH. Et vous avez le droit aussi d'écrire comme ça. Tout ça, c'est synonyme. Alors, on va former un éther qui va être symétrique. Donc, je n'écris pas forcément tout équilibré, hein. On va former cette structure, qui est donc de l'éthoxyéther, que vous pouvez aussi écrire éthyl, O-éthyl. C'est pareil. Et il y a un sous-produit qui est donc plus H2O, que vous n'êtes pas obligé d'écrire sur un schéma, hein. Et si on vous demande une équation bilan, vous devez l'écrire. Et c'est l'éther diéthylique, celui que vous avez utilisé comme solvant là, avec l'ampoule à décanter, celui qui a une bonne odeur d'éther. Alors, on peut revenir à la question de Juliette de tout à l'heure. Que se passe-t-il quand on prend deux alcools différents? Donc, c'est l'exemple que vous avez ici, avec de l'éthanol et du méthanol. Alors, on pourrait supposer qu'une molécule d'éthanol joue le rôle de nucléophile et la molécule de méthanol le rôle de l'autre. Donc, un nucléophile, un électrophile. Dans ce cas-là, on pourrait former éthyl, O, méthyle. Mais le problème, c'est que quand on fait ces mélanges, il y a dans le milieu réactionnel beaucoup d'éthanol et beaucoup de méthanol. Qu'est-ce qui empêche deux molécules de méthanol de se rencontrer? Ben rien. Donc on peut très bien avoir deux méthanols qui se rencontrent et on va avoir formation de MEOME, c'est-à-dire un autre éther. Et on peut aussi avoir deux molécules d'éthanol qui se rencontrent. Et dans ce cas-là, on aurait formation de éthyl-O-éthyl. Ce qui fait que si on prend un mélange de deux alcools différents, cette réaction donne non pas un produit, mais trois produits, les deux hétéroxydes symétriques plus l'hétéroxyde mixte. Et une réaction qui donne trois produits, honnêtement, vaut mieux éviter. Donc, aucun intérêt pratique à mettre deux alcools différents. La réaction se produit, mais elle conduirait à trois produits, donc aucun intérêt. Alors, on va voir en exemple d'application comment obtenir en pratique des hétéroxydes non symétriques. Donc, on vient de voir que la réaction précédente, c'était la mauvaise méthode. Donc, on va voir quelques petits exemples et d'abord la synthèse de Williamson. Alors, ce n'est pas un mot qui est à votre programme, mais c'est une synthèse qui est très courante. Donc, vous avez le droit d'oublier le nom de monsieur Williamson. Par contre, si vous voyez une synthèse qui fait apparaître un alcoolate, donc R' au moins, et un halogénoalcane, vous êtes en pratique dans le cas d'une synthèse qui s'appelle une substitution de Williamson. Alors, petit exemple pour fixer les idées. Donc ici, les alcoolates, on a dit, ne se trouvent pas dans le placard, hein. Quand on veut en utiliser, il faut les fabriquer. Donc pour fabriquer un alcoolate, on peut mettre du sodium et on forme ici l'alcoolate qui est donc un bon nucléophile. Donc on va former un alcoolate qui va donc jouer le rôle de nucléophile. Et on peut faire réagir sur cet alcoolate un halogénoalcane. Donc ici, j'ai pris un composé iodé. Au niveau des charges partielles, on va avoir plus delta, moins delta. Donc le carbone, c'est le site électrophile. Et on peut avoir ce mouvement-là qui va conduire à un hétéroxyde symétrique. Et tant qu'on y est, on va finir d'équilibrer. On va mettre le sous-produit qui est formé. Dans le sous-produit formé, ici, on a I-.
Je le mets entre parenthèses, hein. Donc l'intérêt ici, c'est d'avoir un hétéroxyde avec 2 groupements différents accrochés à l'oxygène. Alors on peut voir un exemple de rétrosynthèse, c'est-à-dire que je vous donne non pas le produit de départ, mais le produit final, et on va voir comment obtenir l'hétéroxyde qui est au centre. Alors attention, il y a 2 flèches qui arrivent dessus, donc on va avoir 2 voies de synthèse. Dans une synthèse de Williamson, on va former une liaison carbone-oxygène. On voit qu'il y en a 2 ici. Donc, premier cas de figure, on peut dire que ça provient de cette liaison-là. Et deuxième cas de figure, ça proviendrait de cette liaison-là. D'accord? Donc, on va couper la molécule à obtenir en 2 morceaux, qui sont à droite et à gauche de ce que j'ai mis qui n'a pas de signification. Donc, on va avoir ici le petit truc que j'ai mis, c'est les 2 morceaux, les 2 syntons de la molécule, je les fais apparaître, c'est les 2 morceaux. Alors, je regarde comment obtenir l'hétéroxyde par formation de la liaison qui serait ici, donc avec la voie numéro, pas de numéro, ce qui est en noir. Je dessine les 2 molécules de départ. Donc si j'ai coupé ici, ça veut dire que là, on avait, par exemple, de l'iode. Et l'autre molécule, ce serait l'alcoolate. D'accord? Donc si vous faites réagir cet alcoolate sur le substrat iodé que je viens de dessiner, vous allez bien former la liaison qui est sur le pointillé noir ici, celle-ci. D'accord? On a bien les 2 morceaux qui sont séparés. Autre possibilité. Donc là, je m'intéresse à la formation de la liaison qui va être sur le petit trait, le petit zigzag violet. Donc j'ai coupé la molécule avec ce zigzag violet. J'ai coupé ma molécule finale en 2 morceaux qu'on appelle des syntons. Je vais peut-être vous écrire ce que sont les syntons. Mais je n'ai plus de voix. Ça ne s'écrit pas comme ça se prononce, un synton. C'est les éléments d'une synthèse. Donc c'est des trucs complètement fictifs, hein. C'est vous regardez votre molécule finale, le produit, et vous la découpez en morceaux. Les morceaux s'appellent des syntons. Donc là, j'ai découpé en 2 morceaux, enfin j'ai découpé de 2 façons différentes. Et donc on regarde ce qui se passe si je fais le découpage en violet. Du coup, j'aurai un fragment qui contiendrait le cycle. Ah, je me suis trompée de petit. Il faut être plus. Donc j'aurai un fragment, le fragment de gauche qui contient le cycle et l'oxygène. Donc voilà mon synton de gauche. C'est donc lui qui est l'alcoolate. Et pour la partie qui est à droite, on aurait donc les 2 carbones et c'est là qu'on va accrocher un iode, par exemple. Donc, d'un point de vue schématique, on peut rajouter les schémas les flèches des réactions, ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas obligé. C'est juste pour ceux qui n'ont pas bien compris. C'est aussi un bon exercice. Donc 2 synthèses de Williamson possibles. Alors, ça va pour cette rétrosynthèse? D'accord? Donc on forme soit la liaison CO de gauche, soit la liaison CO de droite en résumé. On passe au 3e exemple. Alors cette fois-ci, vous avez une molécule qui au départ est bifonctionnelle. Attention parce qu'il y en a souvent. Et les molécules bifonctionnelles, il faut que je vous dise un truc, ça a tendance à former des cycles. Ce n'est pas forcément le plus facile à voir. Donc on observe que sur la molécule de départ, on a une fonction alcool, ici, et une fonction halogène à l'autre extrémité. Donc si on fait réagir du sodium là-dessus, on va former un alcoolate à la place de l'alcool correspondant. Donc je vais remettre en noir ce qui n'a pas bougé.
Et à la place de l'alcool, le sodium va permettre de former l'alcoolate avec ces 3 doublets. Sur cette molécule, on a donc l'alcoolate qui est le nucléophile et on a par ailleurs la charge plus delta et la charge moins delta de ce côté. Du coup, on peut envisager une réaction de substitution nucléophile à tension intramoléculaire, c'est-à-dire que l'oxygène va venir attaquer le carbone qui est un petit peu plus loin. Et donc ça, c'est une synthèse de Williamson. On va numéroter les atomes de carbone histoire d'y voir clair. Donc on y va. Donc les atomes de carbone, je vous les mets en petit numéro en vert ici pour les repérer entre le départ et l'arrivée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes jamais obligé de mettre les numéros, hein, c'est juste pour nous, pour repérer les choses. Donc, à l'arrivée, on va former une liaison entre l'oxygène et le carbone numéro 5. Et donc, on va former un cycle qui contient 5 atomes de carbone plus un oxygène. Oui, c'est une synthèse de Williamson. Merci de l'écrire, mais c'était dit dès le départ, je crois. Hein. Ce ne serait pas dans le titre? Si. Donc, je dessine en noir ce qui n'a pas bougé. Et je dessine un cycle à 6. Donc, vous vous préparez à dessiner un hexagone quand même. Et donc, sur l'hexagone, vous avez un oxygène. Et une liaison qui s'est formée, que je vais mettre en rouge, qui est celle-ci. Donc, je vais remettre les numéros des carbones. Le carbone numéro 1, ce serait celui-ci. 2, 3, 4, 5. Plus Br-. Il y a seulement du sodium parce que c'est seulement du sodium. Ce n'est pas l'ion Na+, c'est le métal sodium. D'accord? Donc, c'est bien Na solide. C'est le métal. Et c'est surtout pas l'ion Na+. Donc attention, Na+, c'est ion spectateur, ça ne sert à rien. Enfin si, ça sert à assurer la neutralité, ce qui n'est pas rien. Et Na, c'est un super réducteur et ça forme des alcoolates. Donc là, je n'ai pas mis le détail pour la première flèche. Par contre, on a regardé le mécanisme de la SN2, ici, de la synthèse de Williamson. Donc vous avez le droit d'oublier le nom de M. Williamson. Par contre, vous avez à votre programme la SN2 d'un alcoolate sur un halogénoalcane. Et donc la difficulté souvent, c'est que vous avez du mal à voir la formation des cycles, alors que si on réfléchit bien, c'est quand même très probable qu'un morceau de molécule rencontre un morceau de la même molécule. Une molécule, c'est flexible, et donc il y a une très forte probabilité de rencontre entre les 2 sites de la molécule. Donc en fait, les réactions intramoléculaires, c'est difficile à voir, mais c'est facile à faire, surtout quand on forme un cycle stable. Donc on a très souvent des réactions de cyclisation comme ça. Okay. On en a vu une, on en verra d'autres. Bah écoutez, on a bien travaillé là. Il nous reste quoi à faire? Eh ben, on garde ça pour lundi alors. Voilà, bah, je vous souhaite un bon week-end. Donc, je vous rappelle, c'est bien lundi le DS de physique. Hein. Il y avait eu un petit échange sur le planning par rapport au planning d'il y a très longtemps. Donc lundi, DS de physique et ce sera le dernier DS de l'année. Donc, ouais, vous pouvez lâchez-vous là, ce sera le moment de faire un truc bien. Donc révisez bien. À lundi.